des gens qui sont tués, dont on considère qu'ils ont moins de dignité que les autres. Et vous, parfois, dans la façon dont vous acceptez qu'on parle de vous, vous acceptez l'indigne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'énerver. Toute personne qui répond à l'indigne par l'énervement est aussi indigne que celle qu'elle conteste. La dignité, ce n'est pas l'énervement. La dignité, c'est le calme et c'est la réponse claire. Sur ça, on ne l'accepte pas. Ça, c'est non. Il y a des limites à l'indigne. Et la question palestinienne est un de ces éléments qui vient aussi de tout ce dont on peut parler. Alors aujourd'hui, le CBSP et la mosquée ici ont organisé cette rencontre et on vous a dit deux choses. D'abord, j'ai demandé sur la mosquée, on m'a dit c'est une mosquée, alhamdoulilah, depuis Ramadan et on vous demande d'y participer. Alors on a fait une collecte ici, mais ce n'est pas terminé. Si vous devez bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est un des grands signes de la participation et de la présence des Français de confession musulmane, c'est de participer à la construction d'institutions qui soient autofinancées ici. Ne rien devoir à personne et payer ici. Mais pour faire ça, il faut que vous payiez. Et vous ne pouvez pas me dire à moi, on ne peut pas payer. Il y en a qui peuvent payer plein de jeux, plein de magazines, plein de choses, des voitures et tout. Là, il faut participer. Et donc, il faut participer pour que ce lieu-là, il reste indépendant. Et la deuxième des choses, c'est le CBSP. Quand je venais et que je demandais, parce que moi, au départ, j'ai vraiment envie que la voix de la question palestinienne ne disparaisse pas, et vous allez voir pourquoi, eh bien, c'est aussi de soutenir. Là, il y a tout un projet d'une centaine de parrainages. Et moi, j'ai mis mon poids pour faire en sorte que vous aidiez la mosquée, mais en même temps, vous fassiez en sorte que de tout ce nombre qu'il y a là, entre vous et les sœurs, vous devez être plus d'1 millier. Eh bien, qu'il y ait une centaine de parrainages. Et qu'est-ce que c'est un parrainage? C'est une fille, c'est un garçon qui sont dans les situations qu'ils vivent et à qui vous donnez une petite somme tous les mois et qui permet à la personne de survivre. Vous avez dans votre conscience et dans votre monnaie, comme une sadaqa qui continue, le fait de soutenir la vie, la survie et l'éducation d'un enfant. Si vous pouvez le faire, et vous pouvez le faire, il faut le faire. Il ne faut pas que le CBSP sorte de cette mosquée sans avoir ses 100 parrainages. Ça, c'est un minimum. Et je vous le demande, faites en sorte que ce ne soit pas du discours. Moi, je ne viens pas, encore une fois, quand on vient et qu'on me dit la mosquée, elle est pleine, masha'Allah, tu fais venir du monde. Mais je m'en fiche de faire venir du monde. Si au bout du compte, vous n'êtes que des consommateurs de discours année après année, parce que maintenant, ça fait bientôt, subhanallah, ça fait bientôt 25 ans que je tourne la France. Donc c'est bien, alhamdoulilah, mais maintenant il y a des choses effectives. Et c'est vraiment ça qu'il faut aujourd'hui. C'est des choses comme ceci, où vous vous engagez avec votre famille, où vous puissiez parler à votre femme, à vos enfants, à votre mari, voilà, qui on soutient. Il y a un enfant là-bas dont on a pris en charge la vie et la survie et l'éducation. Parce que demain, lui, si nous on n'est pas là, c'est lui la conscience de la Palestine. C'est lui qui va faire le travail. On ne vous demande pas d'aller là-bas vous battre parce que vous n'êtes même pas équipé. Même parfois, si vous y allez, vous allez encore faire plus de mal qu'autre chose. Laissez les enfants de Palestine aussi faire leur travail, mais faites en sorte de pouvoir leur donner les moyens de ceci. Votre responsabilité, c'est leur donner les moyens. Donc, s'il vous plaît, dans cette rencontre aujourd'hui. Et tout à l'heure, il y a une signature de livre, et normalement, il est à 20, on l'a fait à 15, uniquement pour ces circonstances-là, pour que vous payiez 25% de moins. Et sur chaque livre qui sont vendus, il y a 2 € qui partent pour la mosquée, 2 € qui partent pour la Palestine, pour le projet du CBSP. Et donc ça veut dire que c'est une contribution. Et vous ferez 2 choses de ce point de vue-là. Un, vous achetez le livre pour le lire, et non pas pour la bibliothèque. Parce qu'il y en a certains, ils achètent, ils ne lisent même pas. Donc vous lisez, et puis ensuite vous participez intellectuellement, financièrement et spirituellement, Inch'Allah. Non, 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 il n'y a jamais d'applaudissements, même dans les salles à l'extérieur. C'est pas parce que c'est pas islamique, mais c'est parce que on n'est pas dans un meeting politique, on est dans un partage de pensée. Maintenant, dans l'introduction de ce propos, j'aimerais vous dire une chose. Il faut vraiment que nous comprenions qu'il est en train de se passer quelque chose qu'on n'avait pas mesuré. Et en particulier ceux qui travaillent sur la question palestinienne et ceux qui vivent autour des camps de réfugiés ou ceux qui vivent et qui visitent la Cisjordanie et Gaza et tout ceci se rendent compte d'une chose. Dans tout ce qui s'est passé ces dernières années, on est en train d'assister à un déplacement du centre de gravité des questions moyen-orientales. Rappelez-vous, il y a une année encore, lorsque Mahmoud Abbas va aux Nations Unies et qu'il appelle à la reconnaissance de l'État palestinien, ça fait un ébranlement
planétaire. Tout le monde a dit attention, et on l'a poussé à ne pas le faire. Je veux dire, cette année, si vous regardez les Nations Unies, avec tout ce qui se passe autour de ce qu'on a appelé le printemps arabe, la question syrienne, la formidable opération médiatique de Netanyahou. Netanyahou est quelqu'un d'extrêmement habile politiquement. Il n'est pas tout seul. Il a aussi quelqu'un qui est un vrai raciste, qui est un ministre des Affaires étrangères, Lieberman. Ce sont des gens qui sont extrêmement habiles. Cette espèce de matraquage sur le fait qu'on va attaquer l'Iran, que l'Iran est l'ennemi, et que finalement, on sent à cette période-là que ça va mettre à mal les élections présidentielles avec Obama, qui est en difficulté aujourd'hui au sens où on s'attendait à ce que la marge soit plus importante. Il reste que son candidat et son opposant a un discours d'abord extrêmement ferme pro-israélien, anti-palestinien, très très clairement ancré dans cette défense-là de la cause israélienne, et on s'aperçoit que tout ceci pouvait fragiliser. Toute cette espèce de matraquage autour de l'Iran a fait quoi en termes médiatiques? A fait quoi en termes de conscience mondiale? La question palestinienne est passée par pertes et profits du discours politique. Et aux Nations Unies, et même dans votre esprit, même dans notre esprit, parce qu'on se dit, ouh, l'Iran, qu'est-ce qui va se passer en Syrie? Et la question centrale du conflit israélo-palestinien est aujourd'hui secondaire. Ça veut dire que nous, quand on commence à en parler, il faut faire, vous savez, on parle souvent, vous savez, la première occurrence du Coran, La tuti' al-kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Ne suis pas et n'obéis pas à ceux qui nient la révélation, c'était ce qui était dit au prophète et qui nous est dit à nous, wajahidhum bihi jihadan kabira. Et lutte, bats-toi, résiste contre eux, au moyen de quoi? Ce que disent les Mufassiroun, bihi c'est le Coran, c'est la parole coranique, c'est ton arme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première occurrence coranique de la notion d'effort et de résistance, elle n'est pas par les armes. Les armes, ça sera quand sur le terrain ils voudront te tuer, mais avant de te tuer, ils veulent te nier. Avant de dire que tu vas mourir, ils veulent te dire que tu es un menteur. Vous vous souvenez ce qu'ils disaient tout le temps? Ils disaient un magicien, ils disaient un manipulateur, ils disaient il ment, c'est un affabulateur. En fait, qu'est-ce qu'ils disent? Avant de devoir te tuer physiquement, ils vont devoir toucher ta crédibilité intellectuelle, ta crédibilité spirituelle, ton être. Tu n'es pas ce que tu dis, tu n'es pas le prophète, tu n'es pas le messager. Et le prophète, ce qu'il reçoit de celui qui l'envoie, de Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu as une arme contre ce qu'ils disent. Avant de vouloir te tuer physiquement, ce qui va expliquer le hijra, avant le hijra, il y a le jihad bil Qur'an. Ça veut dire avec la parole révélée et ton intelligence. Et chaque fois qu'ils viennent vers le prophète, chaque fois qu'ils viennent, qu'est-ce qu'il fait? Il leur répond par deux choses. Les versets du Coran et la discussion. Mais les versets du Coran sont quoi? Sont son armure. C'est ce qui le protège. Et ça, c'est vraiment fondamental, cette compréhension que la première résistance, elle est intellectuelle. Et vous, aujourd'hui, si vous êtes vraiment dans cette dimension de ce qu'on dit de vous, ce qu'on dit au niveau international, votre premier espace de résistance, il est intellectuel. Il passe par votre cœur et il passe par votre esprit. Et que ça, c'est ce qu'on a envie de dire à tous les occidentaux de confession musulmane. Votre champ de bataille n'est pas armé. Il n'a pas l'arme qui tue le corps, mais il est l'arme qui constitue l'esprit. Il est là. الحجاب المستور وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالله جهاد. La mastoura, c'est-à-dire on va te protéger quand tu lis le Coran. Cette protection, elle vient de quoi? De ta façon de lire le Coran et de t'en protéger. Mais j'aimerais vous dire une chose au moment où on est en train de parler dans une mosquée d'un sujet important d'aujourd'hui. Le grand problème que j'ai avec beaucoup d'entre vous,
avec beaucoup de Français d'ailleurs, musulmans ou pas, des gens d'une autre, mais avec l'Occident en général, et avec les Occidentaux de confession musulmane, c'est que cette compréhension que la première résistance est intellectuelle, que la première résistance est qu'est-ce qu'on nous dit, où on nous ment, qu'est-ce que l'on dit que l'on ne sait pas. Regardez tous les chiffres qui ont été mis en évidence, toute cette espèce de matraquage. Eh bien, la première des choses, c'est votre dignité spirituelle se mesure à votre éveil intellectuel. Votre dignité spirituelle se mesure à votre éveil intellectuel. Combien vous êtes éveillé intellectuellement. Et pas comme vous l'êtes des fois, parce que certains d'entre vous, ils pensent qu'ils sont très fins intellectuellement dès qu'ils voient le complot. Elle dit oui, il y a quelque chose derrière. Ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Ça veut dire que tu es suspicieux. Et pour certains, ils sont paranoïaques. Ce n'est pas une éveil intellectuel, c'est de la paranoïa. Ils voient du mal partout. Non, je parle des faits. Je parle d'une vraie construction. Et ça, vous devez le faire. Ce qui a été fait dans la première partie vous amène à ceci. Donc il faut quoi? Il faut du cœur. Parce que qu'est-ce qui va réveiller votre intelligence? Qu'est-ce qui réveille l'intelligence? Quand vous pensez, quand le prophète, il voit quand il voit les gens qui sont en train de se faire torturer, quand il les voit en train de se faire, il dit Maw'iduna al-Jannah, il dit tu te fais. Mais ça, qu'est-ce que ça fait ça? Quand il voit les gens comme ceux-ci qui sont en train de se faire. Quand nous on regarde dans nos téléviseurs ce qui est en train de se passer en Palestine, ou quand on ne nous le montre pas, tout ce qui a été dit, tous ces témoignages, pourquoi est-ce qu'ils vont? Pourquoi les gens du CBSP, toutes les associations de solidarité, ils vont là-bas, ils reviennent avec des images? Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est ouvrir votre cœur et éveiller votre intelligence. C'est-à-dire, avec votre cœur, regardez ce qu'on fait, l'indigne avec lequel on traite les êtres humains, les femmes et les hommes, et puis ensuite, réveillez-vous. Réveillez-vous pour être le premier bastion de la résistance. Le premier bastion de la résistance. Et ça, historiquement, c'est venu avec le prophète dans le verset que j'ai cité, et c'est venu avec tous les autres. C'est-à-dire, réveillez votre cœur à savoir, à sentir ce qui se passe, puis ensuite, comprenez ce qui est en train de se passer. Et ça, il faut de l'intelligence, et il faut accumuler un tout petit peu de savoir sur ces questions-là. Et puis, il y a une chose qui est aussi déterminante, c'est une patience. Il faut du long terme. Il faut du long terme. Je veux dire, aujourd'hui, la question palestinienne ne sera sans doute pas réglée, wallahu a'lam, avant que le dernier des plus jeunes ici soit mort. Allahu a'lam. Ça n'est pas pour tout de suite, c'est à long terme. C'est plusieurs générations. Mais attention, quand vous lisez les livres d'histoire et qu'on vous dit 100 ans, 200 ans, 300 ans, c'est 5, 6, 7, 8 générations. Mais qu'est-ce qui a fait qu'après 300 ans, il a été possible de libérer? C'est que pendant 300 ans, on n'a pas démissionné. C'est que génération après génération, il y a une conscience qui s'est maintenue. Et que nous, c'est ce qu'on doit faire. Nous, ce que certains aimeraient, c'est qu'on s'endorme. Mais vous savez ce qu'on disait même sur l'islam? Une génération, 2 générations, ils vont s'installer en France, ils vont s'installer en Occident, et puis l'islam va disparaître. Et les plans ont été déjoués. Non seulement l'islam ne disparaît pas, mais il réapparaît plus pratiqué par les plus éduqués. Les statistiques sont totalement à l'opposé de ce qu'on pensait. On pensait que plus tu es éduqué en Occident, moins tu es religieux. Les musulmans en Occident deviennent de plus en plus éduqués et de plus en plus ils pratiquent. Eh bien, ça ne tenait pas à ce qu'on pensait de l'histoire. Eh bien non, ça ne tient pas. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir contre la logique humaine. Ce qui s'est passé pour les uns ne se passe pas pour les autres. Le déplacement sur le uniquement politique et de ne pas parler du reste, c'est une véritable stratégie intellectuelle et médiatique. C'est-à-dire, on vous dit, parle de politique, dis que tu es un démocrate, dis qu'il n'y a rien en islam contre la démocratie. Et toi, tu répètes 10 fois, 20 fois, mais oui, en islam, il n'y a aucun problème avec la démocratie. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est quels sont les enjeux économiques dans la région? Quels sont les enjeux géostratégiques? Pourquoi est-ce qu'on déplace tout à coup le centre de gravité vers tous les pays et non plus sur la question palestinienne? Qui a intérêt à ce qu'on ne parle plus de la Palestine aujourd'hui? Qui aujourd'hui a intérêt à cette déstabilisation du monde arabe? Qui a intérêt à ça? Est-ce que c'est simplement ça se passe comme ça? Alors vous n'avez pas lu l'histoire, alors vous n'avez pas de connaissances en relations internationales, alors vous n'avez pas de connaissances en ce qui est connu, mais depuis des années, ce qu'aux États-Unis on appelle la gestion des conflits de basse intensité.
Les questions des conflits de basse intensité, c'est quoi? C'est les gens au niveau local, ils se tuent entre eux. Les soldats américains occidentaux, ils ne meurent pas beaucoup, mais eux, ils se tuent entre eux. Et qu'est-ce que ça permet? Déstabiliser la région, garder les intérêts, vendre des armes. C'est tout gagné. Tuez-vous, on vous vend des armes, on fait de l'argent et nous, on gère. Ça s'appelle un conflit de basse intensité. Et ça, c'est dans la littérature du département d'État américain. Mais ils ont fait ça en Amérique du Sud, ils ont fait ça au Moyen-Orient, ils ont fait ça en Afrique. Et là, si vous regardez, on n'est pas loin. Et ça déplace le centre de gravité vers d'autres conflits que celui-ci. Maintenant, la même chose que ce qu'on voit sur le printemps arabe où on parle code politique, pas de géostratégie, pas d'économie, eh bien ça se passe sur l'ensemble du Moyen-Orient où on ne nous parle plus tellement de la centralité du conflit israélo-palestinien, mais de tout le reste, comme si on déplaçait notre attention. Et vous allez remarquer, soyez honnête avec vous-même, dans la dernière année qui vient de se passer, à combien de fois vous avez vraiment pensé aux Palestiniens plutôt que de parler de la Syrie, de l'Égypte, de la Tunisie et des autres pays? Observez-vous devant le miroir de votre conscience. Est-ce que ça a marché ou pas? Ben, vous allez vous rendre compte que ça marche. Qu'on réussit médiatiquement à vous déplacer. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'a dit notre frère sur le terrain. Colonisation rampante, fermeture des accès, continuation. En fait, depuis 2 ans, la solution de 2 États est une solution qui, chaque jour, disparaît davantage. Tous ceux qui sont allés, d'ailleurs c'était avant 2 ans, mais pendant les 2 ans, là, ça s'accélère. On nous parle de l'Iran, on nous parle, et ça s'accélère. On colonise sur le terrain, on continue à détruire des maisons, on continue ce travail de colonisation. Donc, on déplace votre attention. Mais ça, c'est une question de guerre. Ce qu'a fait le prophète, c'est la ruse. C'est utiliser, faire tourner l'attention en disant aux autres, ils sont en train de se diviser parmi, et puis ils vont rentrer par une autre porte. C'est la ruse de guerre. La ruse de guerre n'est pas avec les armes seulement, elle est avec les moyens médiatiques. Elle est avec où votre attention se porte. Et si vous suivez et que vous n'êtes pas informé, vous êtes les dindons de la farce. Et nous sommes souvent les dindons de la farce. Et la farce, elle n'est pas drôle du tout. Elle n'est pas drôle du tout parce que c'est des morts, parce que c'est de l'indigne, parce que c'est de la torture. Je veux dire, on parle de torture. Vous savez qu'on est en train de parler de la démocratie du Moyen-Orient, avant qu'on parle de l'Égypte et de la Tunisie. La démocratie du Moyen-Orient, c'était Israël, qui a légalisé la torture de basse intensité, de l'indigne, c'est-à-dire que vous avez un médecin à côté et que celui qui le torture jusqu'au médecin dise « là, il faut arrêter parce que sinon ça va être visible ». Il faut que la torture soit invisible, qu'on ne la voit pas. Donc le médecin, il sert et il utilise son savoir à aider le tortionnaire à faire que sa torture ne soit pas visible. C'est une civilisation, ça? C'est une société démocratique? Et nous, on nous dit, et nous, on ne sait pas ça. Et on répète, mais tout ça, c'est écrit. Ce n'est pas nous qui le disons. Amnesty International, Human Rights Watch, ils parlent de ça. Ils parlent de ce pays-là. Et même si Romano Prodi, il y a quelques années, a dû s'excuser de la question qui a été posée aux Européens, quand il a dit « Quel est le pays dans le monde qui est le plus dangereux pour la paix ?» Israël, selon la majorité des Européens. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? On s'est trompé de question. Non, on ne s'est pas trompé de question. Non seulement c'est la bonne question, mais c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Qu'aujourd'hui, le pays qui se moque de toutes les résolutions des Nations Unies, qui se moque de ce qu'on dit, ce qui a été dit là, des institutions européennes, des résolutions des Nations Unies, de tout ce qui peut être dit en matière de droit, parce qu'ils pensent qu'ils sont immunisés, eh bien c'est Israël aujourd'hui. Le mur, il est unanimement condamné. Ils le font quand même. Des centaines de kilomètres de murs qui distinguent les populations, ils le font, personne ne dit rien. Torture de basse intensité, ils la font, personne ne dit rien. Couper des hommes entre eux et leurs champs, entre eux et leur école, entre leurs frères et leurs frères, personne ne dit rien. Des dizaines et des dizaines de résolutions des Nations Unies et personne ne dit rien. Ou alors, une parole de neutralité. Les deux sont co-responsables. Et ça, c'est un discours de lâche, ça. C'est pas un discours juste. C'est pas vrai. Le tortionnaire, le pays qui aujourd'hui opprime, c'est Israël, et les victimes, c'est les Palestiniens. On n'est pas dans un discours d'égalité. Je veux dire, quand vous entendez comment sont traités les gens, vous avez vu les manifestations qui ont lieu, parce que, bon, encore une fois,
sur ce plan-là, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et comprendre ce dont on est en train de parler, et je vais y venir. Alors, juste une chose, je vais peut-être vous surprendre un peu, mais aujourd'hui, les premières victimes collatérales des printemps arabes, ou de ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est le peuple palestinien. Et pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est que on a créé, et s'est créé aujourd'hui, en Égypte, en Tunisie, au Yémen, en Syrie, en Libye, des zones d'instabilité. Donc c'est normal, des processus de transition doivent prendre du temps. Donc on ne peut pas aller vers une démocratisation en 14 mois, non, il faut du temps. Mais en même temps qu'on a ceci, on s'aperçoit de choses qui sont tout à fait troublantes. D'abord, encore une fois, je vous le dis, si vous étudiez ce qui s'est passé, là je viens de retomber sur un article du Time Magazine américain qui nous explique comment 6 institutions américaines directement liées au département d'État sont en train d'entraîner les opposants syriens au travail avec les réseaux sociaux, la production de vidéos et tout ceci. Ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est un dictateur et il faut qu'il parte. Mais quand il y a des intérêts en jeu, les Américains sont là, ils font de la formation Internet. Ils n'envoient pas d'armes, les armes proviennent du Qatar et de l'Arabie Saoudite, nous dit-on, mais ils envoient et ils font venir des activistes et ils les forment. Ce que je dis dans le texte, et que beaucoup n'ont pas vu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui étaient connues par les Américains et financées en matière d'entraînement des cyberdissidents. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils ont tout contrôlé? Non. Mais par contre, ce qu'on voit maintenant sur le terrain, c'est des choses qui sont surprenantes. On voit aujourd'hui une Libye qui, sans Kadhafi, est totalement instable. Mais elle est instable politiquement, et on continue à vous dire, regardez, politiquement, ils n'y arrivent pas, puis il y a les islamistes, et puis vous avez Bernard-Henri Lévy,